j'ai décidé de partir pour plus d'un mois de voyage à travers la Scandinavie, à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui travaillent pour un monde meilleur dans des actions de développement durable. On dit toujours que le Nord est un exemple dans la matière. Eh bien voilà, je vais essayer d'aller le plus au nord possible à la rencontre de toutes ces personnes. That's nice! Une vie différente comme ça. La question centrale du développement durable va m'accompagner tout au long de mon voyage en Scandinavie, terre du Nord, si peu connue. Comment satisfaire les besoins de tous les hommes, aujourd'hui, tout en préservant notre planète pour demain? Mon voyage commence au cœur de Copenhague, capitale du Danemark, par une visite dans la communauté alternative de Christiania. Ce quartier, appelé aussi Ville Libre, fête aujourd'hui ses 35 ans d'existence. Une histoire unique qui commence en 1972, quand une poignée de hippies prend possession de bâtiments abandonnés au cœur de la ville pour inventer une autre façon de vivre ensemble. Dès sa création, les habitants de ce quartier ont compris l'importance de protéger l'environnement pour les générations futures. Ils ont construit des maisons écologiques, de nouvelles formes de recyclage et banni la voiture sur les 40 hectares du territoire. Même si Christiania a attiré tous les marginaux du monde, c'est ici aussi que sont nées de très belles initiatives. Après quelques heures à découvrir cet endroit si particulier, je rencontre Hélène, qui vit ici depuis 22 ans. When you arrive, you know, like me, I'm French. Quand on arrive dans un tel endroit, comme moi par exemple, qui vit à Paris, c'est très impressionnant d'arriver ici, dans cette ville alternative si proche de la nature. C'est un exemple pour nous. Oui, c'est vrai que par exemple, quand je reviens du centre-ville, et dès que je passe le pont de bois, je peux à nouveau respirer. Oh là là, que c'est beau quoi. Oui, je peux prendre mon vélo, simplement écouter les oiseaux ou rencontrer des gens. C'est un endroit d'espoir. Peux-tu me raconter l'histoire de Christiania? Aujourd'hui, c'est le 35e anniversaire de la ville, c'est un jour très spécial. C'est un jour très spécial, oui. Il y a 35 ans, ces bâtiments ont été abandonnés par les militaires et des gens ont décidé d'y vivre. D'abord, c'était juste un terrain de jeu et puis ils se sont organisés pour pouvoir vivre au milieu de la nature. Ils l'ont fait. Oh, c'est top quoi, pourquoi faire? Génial. On n'avait pas la police, aucune autorité qui venait pour résoudre nos problèmes. J'espère que ce projet va pas finir quoi, qu'ils vont réussir encore à résister quelques années. Mais ces dernières années, la situation s'est dégradée, créant de la frustration, de la dépression. Les autorités ont décidé de nous expulser petit à petit. Ils veulent détruire notre ville. Et si ça disparaît, cet endroit, ça va être terrible. Hein, ça va être des buildings qui vont être installés. Il n'y aura plus toute cette campagne, tout ce vert. On est au milieu de Copenhague ou au milieu du fleuve Amazon? Amazon. Amazon, for sure. Penses-tu que Christiania est un peu le symbole de cette planète qui se fait petit à petit grignoter par la pollution, tout économique et la politique à court terme? Oui, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai l'impression que les mentalités changent. En tout cas, je l'espère.
Un mélange de nostalgie et d'enthousiasme flotte ce soir au-dessus de Christiania. Demain, ce petit îlot vert disparaîtra peut-être. On fait alors la fête pour oublier. Retour au calme ce matin. Pourtant, chaque jour, des petites entreprises pas comme les autres s'activent à Christiania. C'est ici, par exemple, qu'est née l'invention du vélo-caisse, que l'on retrouve partout dans Copenhague. Morten Biggen est un des ouvriers de cette fabrique, à dimension humaine. J'ai vu des tas de vélos comme celui-là dans Copenhague. C'est une invention de Christiania ? Oui, ils ont construit le premier modèle il y a 30 ans. Christiania avait décidé d'être une ville sans voiture. D'abord, ils ont développé un modèle avec une caisse sur le côté, puis ils ont construit le vélo à 3 roues sur lequel on peut transporter les enfants, les courses, etc. C'est vraiment très bien parce que le trafic est devenu terrible à Copenhague. Si par exemple à 4 heures de l'après-midi, tu dois te déplacer d'ici pour aller à 5 km, cela peut te prendre 1h30 d'embouteillage en voiture. Alors qu'en vélo, tu en as peut-être pour 20 minutes. Au lieu de t'énerver en voiture et de dépenser de l'essence, ce genre de transport est beaucoup plus économique. Ça fait un peu marchand de glace, mais c'est tellement pratique. Ça, j'ai pris goût maintenant, hein. Ça y est, je lâche plus mon vélo, moi. Il n'y a pas que Christiania qui roule au vert. Tous les habitants de Copenhague ont l'habitude du vélo pour se déplacer. Ils ont priorité partout. 40% des habitants se rendent au travail à vélo. À Vastenbroged, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Fait partie des 350 km de pistes cyclables qu'il y a dans la ville. Et on voit d'ailleurs tous les parkings sont bourrés de vélos. Et là, on est sur une des pistes complètement dégagées par rapport aux voitures. Donc la ville s'est complètement adaptée à ce que le vélo est une part beaucoup plus importante que les voitures pour le transport. C'est extraordinaire. My goodness. Oh là 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 là. Je vais me casser la gueule, je vais me casser la gueule. I need to stop. Il n'y a qu'un modèle de ce type à Copenhague ? Oui, seulement c'est moi qui l'ai construit. Ah oui, et vous utilisez ce vélo tous les jours ? Oui, vous savez, je crois que les Danois sont des gens engagés pour l'environnement. Cela les concerne. Un petit détour par l'association danoise pour le vélo m'apprend qu'au Danemark, il y a autant de vélos que d'habitants, près de 5 millions, et qu'il existe 2000 vélos publics disséminés dans la ville. Je quitte le Danemark pour la Suède, via le petit bras de mer qui sépare les deux pays. Le vent s'y engouffre et les éoliennes offshore tournent ici à plein régime toute l'année. Cette énergie renouvelable, grâce à la force du vent, fournira plus de 40% des besoins d'énergie du Danemark dans quelques années. Et voilà, et hop, un pied en Suède. Dans 5 minutes. Aujourd'hui, près de 40 000 voitures qui circulent sur les routes suédoises fonctionnent avec des carburants alternatifs. Et les chiffres s'accélèrent. La France a encore du chemin à faire. Un petit plein d'éthanol pour ma biovoiture. On
utilise de plus en plus de carburants alternatifs en Suède, qui se place comme deuxième pays le plus environnemental. C'est donc très naturellement qu'on m'a confié une voiture qui marche au biopower, au biocarburant, à l'éthanol, qu'on trouve un peu partout en Suède. L'éthanol, ça sent très peu en fait. Il y a une petite odeur, mais qui est beaucoup moins forte que l'essence ou le diesel. Donc à travers mon voyage, mon itinérance du sud au nord, j'essaye d'avoir un impact le moindre possible. J'ai rendez-vous avec Åsa Elfström du parc national de Söderasen, comme disent les Suédois. La Suède est le premier pays à avoir introduit des parcs nationaux qui ont une réputation exemplaire. Et je vais en savoir un petit peu plus grâce à Åsa, qui va me parler un peu justement de la spécificité de leur programme. Contact, hello. Bonjour. Tu es Åsa? Tu es Åsa? Je suis heureuse de faire ta connaissance. Ici, les gens se soucient depuis bien longtemps de la protection des forêts. Dans le parc de Söderasen, on préserve toutes les espèces et végétaux, y compris le bois mort, chaînon indispensable à la régénérescence naturelle de la forêt. Petit à petit, et sa variété d'autrefois. Åsa, penses-tu que les Suédois ont une relation privilégiée avec la nature? Peut-être bien. Je remarque que souvent les étrangers pensent que nous sommes très très proches de la nature. Je le pense aussi parce que nous sommes un pays peu peuplé et très entouré par la forêt depuis toujours. Mais aujourd'hui, les choses changent et de plus en plus de gens vivent dans les villes sans connexion avec la nature. Je ne suis donc plus si sûre que ça. Protéger comme cela la biodiversité, c'est un combat quotidien? Oui, et cela demande une vraie réflexion. Nous travaillons beaucoup ici à informer les gens. Tu sais, les gens pensent parfois qu'il faut sauver les espèces uniquement parce qu'elles peuvent nous servir plus tard. Moi, je crois surtout que chaque espèce a le droit de vivre, tout simplement. Je crois aussi que l'espèce humaine pourrait survivre avec seulement 5 espèces différentes. Mais ce serait d'un ennui mortel. Cet endroit est très particulier, cela ressemble à un cratère de volcan ou à un trou de météorite. Il y a des légendes propres à cet endroit? Oui, il y en a beaucoup. Je pourrais rester une nuit entière à t'en raconter. Une des plus célèbres est l'histoire d'un roi géant qui vit ici avec la reine, dans le fond du lac. Une autre raconte que ce lac n'a pas de fond du tout. Tu peux plonger tant que tu veux, tu n'atteindras jamais le fond. On est bien ici pour la nuit. Comment vous le dites en suédois? Skål. Skål. And in French? Santé. 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 Ce matin, départ en direction du centre du pays. 250 km plus au nord. Objectif, Linkopik, une ville de 140 000 habitants où le biogaz est devenu roi. Tous les bus de cette ville roulent grâce au recyclage des déchets. C'est écrit. Biogazbus, c'est propre. Je veux juste sentir. Vous démarrez le bus et je vais sentir. Bon, c'est la première fois que je me mets la tête dans un... c'est vrai que ça sent vraiment pas mauvais, quoi. Génial. J'ai eu la chance de rencontrer Carl Liljehoek, qui est donc directeur de la compagnie Biogaz. C'est merveilleux parce qu'il n'y a pas d'odeur du tout. Linkopik serait-elle une ville verte?
Oui, il y a aussi le fait que le niveau de bruit de nos bus est moindre. Donc 2 avantages considérables. Pas d'odeur ni de poussière et moins de bruit. Pour Karl, cette invention a transformé la ville. Je lui demande quelle est la grande différence entre ce gaz et nos carburants classiques. Le biogaz est le carburant le plus propre que nous ayons inventé. Ce carburant provient exclusivement de matière organique. C'est du recyclage. On le produit à partir d'excréments, de déchets industriels ou de déchets municipaux. On en produit aussi à partir de l'alcool récupéré de la contrebande par l'État. Tous ces ingrédients peuvent se mélanger pour créer du biogaz. Après avoir senti le pot d'échappement du bus, voyons un peu. On peut cueillir les baies ici, elles sont bonnes. J'apprends au fil de mon itinérance qu'il existe une loi tout à fait unique en Suède. Tout le monde a le droit de se déplacer librement dans la nature, de faire de la cueillette ou du camping, même dans une propriété privée. Oh, j'en ai goûté une. Elles sont très amères. Il faut juste s'assurer que rien ne reste derrière soi. Bon, bonne cueillette alors. Et bon dimanche à observer les oiseaux. Au revoir. Je découvre enfin Stockholm, sous un plafond de nuages noirs. L'archipel et ses 24 000 îles offrent pourtant un visage très coloré. Je sens que l'hiver arrive là, hein, ça y est. Ouh. Ce qu'il y a de super à Stockholm, c'est qu'on utilise les bateaux comme de véritables petits métros pour aller d'un point à l'autre, d'une rive à l'autre quand il n'y a pas de pont. Et là, je me dirige vers les écoparks qui entourent toute la ville, qui sont des véritables poumons verts à Stockholm. C'est très agréable, quoi, parce qu'on est complètement hors du monde là. Pas du tout l'impression d'être dans une grande capitale de Scandinavie. 1, 2, 3. Bienvenue. Oh, thank you. Merci, merci beaucoup. Dans un des grands parcs qui entourent la ville, je tombe sur un groupe de passionnés qui observent des oiseaux que je ne verrai jamais. Ce groupe se retrouve une fois par semaine, avec l'unique but de contempler la nature avant d'aller travailler en ville. C'est un oiseau migrateur tout à fait spécial que nous n'avions pas encore vu cet automne. Il vole très haut. Et tu peux juste l'entendre. C'est la seule chose. On peut juste l'entendre. On ne le voit pas à cause des nuages. Il répète le son. Tout de suite d'entendre. Toujours, ça c'était blablabla, Ouais. ça c'était blablabla. Et donc quoi, juste après vous allez aller travailler directement. C'est-à-dire que vous faites le watching birds et après vous allez au travail à 9h quoi. Ça fait vraiment plaisir C'est génial. de commencer la journée avec quelque chose qui est vraiment génial. Et Ouais. Ouais. Parce que le travail ne l'est pas toujours. Après cette bouffée d'oxygène, mon petit groupe s'est éparpillé dans la ville au travail. Moi, je pars vers le sud-est, où un tout nouveau quartier est en effervescence. Il se nomme Hammarby, un projet de construction écologique unique aujourd'hui dans le monde.
C'est un quartier prêt à accueillir 25 000 habitants. En parlant avec les promoteurs au début du projet, ils disaient que c'était un projet Alice au pays des merveilles, utopique. Parce qu'ils disaient que la plupart des exigences écologiques étaient impossibles à réaliser. Mais en regardant le résultat aujourd'hui, on voit bien, les constructions existent. Ça, c'est complètement génial, quoi. Tous les déchets partent en sous-sol et sont collectés en dessous dans des grands containers pour éviter le maximum de passage de véhicules dans toute cette zone d'habitation. Et tout est pensé évidemment à la maison écologique. L'orientation des fenêtres, la dimension qu'on va avoir de fenêtres, l'épaisseur des murs, toute l'isolation, la possibilité de poser des panneaux solaires. Est-ce que c'est plus cher de construire des maisons écologiques? Les promoteurs qui ont réalisé le projet disent que c'est 3 à 4% plus cher de construire de cette manière. Mais il faut évidemment se rappeler que c'est un investissement pour le futur. Une des règles du projet était d'imaginer les constructions sans couper aucun arbre. Une règle simple, si l'entrepreneur devait couper un arbre, il devait payer immédiatement 1 million de couronnes, soit 200 000 €. Il n'y a pas eu un seul arbre abattu. Oui, ça je comprends. Je ne m'attendais pas à découvrir un quartier aussi moderne et fonctionnel. Tous les matériaux de construction sont recyclables. Ces appartements ont un énorme succès chez les Stockholmois. Un exemple à prendre pour les maisons de demain. On trouve un petit peu partout ce genre de petits guides verts dans Stockholm qui donnent des bonnes adresses où acheter des produits de commerce équitable, où aller manger ses carottes râpées. Et là, je vais aller acheter 2-3 produits pour ma route. Did you come a lot of time to buy some ecologic food here? Ah, vous parlez français vous aussi. C'est extraordinaire, merveilleux. Je suis en train de faire un voyage à travers toute la Scandinavie sur toutes les actions de développement durable qu'il y a en Scandinavie. Voilà. Du développement de quoi? Du développement durable, sustainable development. Tu vois, l'écologie, et voilà. Donc il y a c'est un bon endroit alors, c'est le meilleur à Stockholm, ça. Et pour vous, c'est quelque chose d'important d'acheter de la nourriture saine? Parce que j'achète que ça. Ah, que ça. Ouais. C'est ce que je disais justement en venant ici. Je disais à ma copine, elle dit c'est un peu plus cher. Je dis oui, mais moi je m'en fous. Je préfère d'acheter mes vêtements à H&M et de me nourrir en top classe luxe. Parce que c'est ce que je mets à l'intérieur de moi. Et la seule chose qu'on garde pour le reste de sa vie, c'est soi-même. Depuis les magasins bio de Stockholm, je décide d'aller directement à la source de production, à la ferme. Pour cela, j'ai trouvé refuge dans une famille pas comme les autres. Nous sommes de l'autre côté de la frontière suédoise, en Norvège, chez Yvonne et Jacob Christensen, un couple qui a décidé de vivre de leur exploitation agricole, en travaillant en harmonie avec la nature. Là, tu vois, ça a l'air d'être très très bon, ça. Yvonne et Jacob ont décidé de travailler sans tracteur, machine ni engrais. Leur production est exclusivement biologique. Un choix qui peut paraître extrême. Mais dès les premières minutes avec eux, je me rends compte du bonheur simple qu'ils vivent au quotidien. Ils sont francophones. Ils ont vécu tous les deux près de Lille pour leurs études. Qu'est-ce que vous produisez à la ferme? Vous avez donc le lait, la viande, le fromage, la laine de mouton, les légumes, des fruits. Oui. C'est pour notre propre consommation. Alors c'est de la consommation et distribution qui est locale? Ou est-ce que vous distribuez un peu plus loin? C'est-à-dire que c'est plutôt la distribution qui va être... C'est vraiment 90% ici. Et sinon, c'est à quelques hôtels. Il y a un magasin qui vend des produits de la région. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus difficile à faire que si tout d'un coup... vous faisiez le choix de faire une agriculture plus intensive? Non, parce que les gens ont travaillé comme ça depuis des siècles. C'est pas nouveau ce qu'on fait, en effet. Pour les autres, il y a énormément de défis économiques, parce que pour acheter un tracteur, pour renouveler
un étable, pour moderniser, il faut emprunter beaucoup d'argent, c'est très risquant. Ouais. Tandis que pour nous, on a plutôt d'autres défis. C'est un plaisir aussi. On fait ce qu'on a envie de faire. Salut les copines. C'est-à-dire que tu prends le pli après, tu vois, du déroulé quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, on sent que le lait descend. Ouais, j'essaye. Ouais. Là, sur quel pli tu as pris? Sur le 3e? Je tire et je fais... Ouais, mais moi, tu vois, il n'y a rien qui sort. Peut-être que quand tu vas directement avec la bouche, tu vois, quand même, c'est pas possible, ça. C'est honteux. Elle sent que, tu vois, elle sent que j'ai pas l'habitude. Je crois que je dois tu vas faire gaffe, parce que sinon... Elle va s'énerver. Moi, j'ai vu des enfants boire du lait avec beaucoup de goût. Et puis, les parents disent « Oh, mais c'est incroyable, parce que normalement, ils n'aiment pas le lait. » Ah, c'est ça. Mais ce lait tiède, mais qui est très bon, fruité, sucré, ouais. Alors ça, ils adorent. C'est super là, comme ça repousse. Hein. Ouais, ça lui fait une crêpe de rocker, quoi. Ouais. On va travailler. On va bosser un peu. Hein? Ouais. Elle veut un peu brouter, tu vois. Ouais. Elle dit ok, je veux bien pêcher, mais un peu pour moi aussi, quoi. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des gens qui peuvent se permettre de faire un peu des critiques et de vous trouver un peu marginal? Partout, on entend que c'est impossible de vivre d'une petite ferme, c'est démodé, c'est passé, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Oui. Mais évidemment, il n'y a aucune raison pour ne pas réussir. Et voilà. Pas de frigo, quoi, pas besoin. Non. Tu vois? Avec Yvonne, c'est un peu par idéologie ou par passion que vous avez décidé de revenir comme ça et de faire une ferme traditionnelle les deux. Les deux, parce qu'on a envie de vivre en harmonie avec la nature, avec les autres, avec nous-mêmes. C'est un peu la même chose. C'est ça qui fait que c'est intéressant de faire de l'agriculture pour nous. C'est l'indépendance, c'est la liberté. C'est tout ça, c'est de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire. Je serais bien restée une saison entière à la ferme de Jacob. Ils m'ont surtout appris que l'on pouvait se contenter de l'essentiel, vivre de la vente de produits de qualité en élevant quelques aliments rustiques. Mais ma route vers le nord m'appelle. Les fjords, ces grandes étendues d'eau qui s'enfoncent dans la terre, dessinent le paysage jusqu'à Oslo, capitale de la Norvège. Je m'arrête ici, quelques heures chez Hans Wilse, un passionné qui construit des voitures électriques qui ont de plus en plus de succès. Petites voitures efficaces et craquantes pour nos villes engorgées. Nice to meet you. I'm very happy. Bonjour, heureuse de vous rencontrer. Vous pouvez voir ici un bon nombre de photos des propriétaires de voitures électriques. Ah oui, vous faites une photo à chaque fois de vos clients, c'est vraiment sympa. J'essaie, oui. Bon, on pourrait faire un petit tour en voiture? Au volant, je me prends à rêver d'une ville dédiée à la voiture électrique. Aucun bruit, on la recharge comme un téléphone portable. Je constate qu'elle monte jusqu'à 80 km/h pour 4 heures d'autonomie. Tout à fait suffisant pour le transport en ville. C'est bien, dis donc, elle a une bonne réaction, elle va vite.
après-midi de route sinueuse au cœur des fjords, direction le nord, toujours. J'arrive en fin de journée au bord de l'Atlantique, séduite par la nature sauvage et préservée des lieux. J'ai trouvé une petite cabane à louer, comme il y en a beaucoup au bord des fjords en Norvège, pour une nuit dans le village de Hemmeland. J'ai passé une nuit extraordinaire dans la cabane au bord de l'eau, avec que les oiseaux comme compagnons, un peu de vent. Ce qui est génial sur tout le long des fjords, c'est qu'on prend vraiment le bateau comme moyen de transport au quotidien pour traverser d'une île à l'autre les fjords. Ce matin, nouvelle rencontre prévue dans le village de Klepp, non loin de ma cabane. Je pars à la découverte d'une véritable construction écologique au milieu de la campagne. Une maison recyclable qui a été entièrement imaginée et construite par son propriétaire, Ingvald Erga. J'ai apporté du vin bio, évidemment. Sinon, ça ne va pas. Somebody? Il y a quelqu'un? Oh, oh, oh. Bon, où est Ingvald? You were with the cow? Vous étiez avec les vaches? Alors, comment c'était? Alors ceci c'est quoi? Cela ressemble à un arbre, mais c'est autre chose? Non, c'est ce qu'on appelle un chauffage à conduit. C'est une technologie très ancienne qui vient du XIVe siècle. Et l'idée est simple. On chauffe avec du bois à brûler ici en dessous, un feu très puissant pendant 1 heure, et toute la maison est chauffée via les conduits. Et voilà, petit viking. La disposition de la maison est inspirée des constructions d'il y a 400 ans. Très ouverte au sud, mais vers l'est et le nord, elle est très protégée et enfouie dans le sol. C'est utile parce que nous avons beaucoup de vent et qu'en plus, cela isole bien la maison. Ce qui est étrange, c'est qu'aujourd'hui, si on se trouve seul sur une île, on n'a plus la connaissance nécessaire pour survivre. On ne sait plus faire un feu, aller pêcher, repérer les plantes comestibles, etc. Cela nous rend fragiles. Et ce qu'on fait alors, c'est sortir tous les jours pour acheter. On est de très bons consommateurs, mais on détruit le monde. En faisant du compost, on rend à la terre ce qu'on a pris de la terre. C'est un petit cercle vertueux, depuis les restes de légumes jusqu'au compost pour produire de nouveaux légumes. Ce qui est important, c'est d'arriver à créer des cercles de recyclage les plus petits possibles. C'est une maison solide. Et quand le soleil tape sur les murs, il garde la chaleur jusqu'au lendemain. Un autre avantage du bois sur les murs, c'est que cela purifie l'air ambiant. Le bois capte les impuretés de l'air et cela le nourrit. Regarde à côté de toi. J'ai apporté un peu de vin, biologique évidemment. Merci. Tout le monde devrait agir à son niveau, rien qu'un tout petit peu. De la nourriture saine, cuire son propre pain, se demander combien d'heures je passe uniquement à mon travail chaque semaine. On ne peut pas tous faire des choses extraordinaires, mais si chacun à son niveau fait un petit peu, cela devient énorme.
Perpétuelle. Je ne sais pas encore comment ce procédé fonctionne, mais je me laisse porter par la sérénité du lieu. En fin de journée, je croise finalement un habitant qui m'invite chez lui pour la soirée. Il y a beaucoup de lumière ici. Ça fait longtemps que votre maison est connectée aux éoliennes? Je dirais 2-3 ans. Vous étiez le premier? Il y a beaucoup de gens dans votre cas? Il y a 10 maisons en tout qui reçoivent uniquement leur électricité des éoliennes à hydrogène. Utiliser ce type d'énergie ne change rien pour nous. C'est la même chose qu'avant, la même intensité de lumière. Vous n'avez pas changé vos habitudes? Non, la seule différence, c'est que je paie moins de factures, et c'est bien. Mais je vois que vous utilisez quand même des bougies. Ça, c'est juste la décoration. C'est un projet totalement neuf. C'est pour cela que les habitants de l'île ont très bien accueilli ce projet. Cette technologie à hydrogène n'a jamais été testée ailleurs et cela a fait connaître Utsira. On est sur les cartes maintenant. Peut-être que c'est la chose la plus importante pour nous. Parce qu'en hiver, c'est très calme, trop calme. Oui, s'il y a un problème sur l'île, c'est bien celui-là. En hiver, il n'y a pas grand-chose à faire. Les habitants d'Utsira ont très officiellement baptisé Chemin de l'hydrogène, la route onduleuse qui mène aux 2 éoliennes flambantes neuves. Je suis entourée du maire de Utsira qui est très fier de ce projet et puis de l'ingénieur qui va pouvoir m'en dire un petit peu plus sur cette éolienne à hydrogène. Pour le moment, c'est la turbine à hydrogène qui fonctionne pour fournir l'électricité. C'est le cas dès que le vent n'est pas assez puissant. Les turbines à hydrogène prennent le relais parce qu'elles ont stocké tout le surplus d'énergie fourni par les éoliennes. Vous avez tout de suite compris, vous, le système mis en place quand les ingénieurs sont venus vous proposer ce projet? Non, pas du tout. Mais depuis lors, je dois m'exercer à l'expliquer. Donc j'arrive presque à croire que j'ai compris le système. Produire de l'électricité en stockant de l'hydrogène est une énergie propre pour le futur. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas cela depuis plus longtemps? Le fait est qu'il est très cher de produire de l'électricité à partir de l'hydrogène. C'est assez nouveau que l'hydrogène soit utilisé comme transport d'énergie à cause des problèmes de stockage. Oh, c'est magnifique. Vous savez, en France, il y a de nombreux débats un peu idiots au sujet des éoliennes, à propos de l'esthétique, du bruit, des oiseaux. Vous pensez qu'il serait possible pour une île comme Utsira d'être totalement indépendante en énergie grâce à ce projet? Les conditions de vent à Utsira sont plus que suffisantes pour imaginer toute l'île totalement autonome en énergie renouvelable. Construire un système plus important, quelques éoliennes en plus. Mais c'est un test grandeur nature que nous avons conçu ici pour démontrer que cela fonctionne parfaitement pour 10 maisons. C'est un vrai challenge et j'espère que cela se développera. Non seulement pour mon île, mais pour tout le monde. Dans quelques années peut-être, les 240 habitants de l'île puiseront toute leur énergie grâce au vent, aussi léger soit-il. Un autre avantage de cette région du monde, c'est la profusion d'eau, source vitale de l'avenir. J'ai essayé pendant mon voyage que mon empreinte écologique soit la plus petite possible, en prenant les transports les moins polluants. Nos déplacements intempestifs sont encore les premiers responsables des gaz à effet de serre. Cette fois, je n'ai pas d'autre choix que l'avion pour me rendre à Svalbard, ma dernière étape. Pourquoi ne pas imaginer qu'un jour prochain, les cales de ces engins regorgeront peut-être aussi de biogaz pour voler. Svalbard, le Spitsberg, archipel à l'extrême nord de la Norvège. Une région polaire qui fut un terrain d'aventure extraordinaire pour les explorateurs d'antan. Et voilà, on est au Spitsberg.
Da kan vi ønske velkommen til Longyearbyen. Vi ber dere bli sittende fastspente og holde midtgangen og nødutgangene fri for all håndbagasje. Cet archipel compte 1500 habitants. La plupart travaillent dans les mines, ou le tourisme en pleine expansion l'été. La ville principale s'appelle Longyearbyen. Toute l'île est déjà recouverte de neige. Et dans quelques semaines, le jour disparaîtra pour une nuit polaire de plusieurs mois. J'ai jeté un œil au supermarché local, puisque c'est là qu'est le pôle central de vie de Longyearbyen. Ça doit donner ça. C'est le chanteur local du 78e parallèle nord, le Svalbard Weiser. Je trouve que c'est un groupe d'enfer. Il y a absolument tout. Hein. On a tout de suite l'impression quand on arrive sur cette île qu'on va rien trouver, que ça va être un peu une cabane de trappeurs au fin fond de l'île, déserte, balayée par le vent, les ours polaires. Et en fait, pas du tout. C'est hyper confortable. Donc, les dernières lunettes à la mode à Svalbard. Sinon, vous avez le modèle un tout petit peu plus discret pour Miss Svalbard 2006. J'ai volé un moumou. Comme ici, comme on ne peut absolument pas s'enfuir d'un côté ou de l'autre de l'île, tout le monde laisse sa voiture ouverte et ses clés dans la boîte à gants. Ça, j'adore. Pour prouver ce que je dis est vrai, je vais choisir une voiture au hasard. Genre la rouge là-bas. Je regarde. Et voilà. On allume le cigare. Voilà, je peux partir faire le tour de l'île, revenir la garer ici. Et c'est quelque chose de très courant. You're moving to the rock and sound. You're moving to the rock and sound. You have to understand. You have to overstand. C'est une atmosphère incroyable ici. Quand tu te promènes sur l'île, comme ça, tu rencontres très vite les habitants. Les Norvégiens sont comme ça. L'hiver, ils passent leur soirée à parler. Demain, j'emmène des gens sur le glacier. Tu viens avec nous? Oui, j'aimerais vraiment beaucoup. On va sur le glacier pour trouver des fossiles. À 10h? Je t'attends demain matin. Merci beaucoup, Thomas. Bonne nuit, à demain. Je m'enfonce avec Thomas et ses compagnons à la découverte des richesses naturelles qui entourent la ville. Un écosystème tout à fait particulier. 60% de l'île est recouvert de glaciers, véritable frigo de l'histoire du temps. Alors, les petits fossiles de Svalbard. C'est joli, hein, quand Svalbard est toute une forêt. Avec la jolie petite trace du temps, l'empreinte de la feuille gravée pour toujours. Svalbard, on ne se balade jamais sans fusil, parce que l'ours rôde, l'ours blanc. Et donc il est interdit de partir hors de la grande ville sans son gun. Il est pas mal, hein. Ah et ben voilà, j'ai trouvé la maison de troll à Svalbard. Où est-on exactement? On est au milieu de... Cela s'appelle une moraine. C'est une partie du glacier. En fait, c'est une grande crevasse formée par la pression de la glace à l'endroit où il se forme. C'est fait de pierre et de sable et de beaucoup de glace. C'est beau, hein? C'est pas si froid. Non, c'est une température constante toute l'année. Il fait autour de -3, -4 degrés. C'est un peu comme un igloo. Oui. C'est un peu comme de la spéléo en fait. It's something like a speleology. Un peu comme de la spéléo quand tu te traînes comme ça.
Voilà, un petit coup de vent et la vue s'est dégagée. Si je suis venue jusqu'à Svalbard, c'est surtout pour voir les premières semences conservées au fond d'une mine désaffectée. Un projet fou d'arche de Noé végétale, initié il y a 20 ans. Il s'agit de préserver toutes les variétés de semences connues actuellement dans le monde et de construire d'ici quelques années la plus grande banque de semences pour en accueillir plus de 3 millions. C'est Arnie, le responsable de la mine numéro 3 qui sera mon guide. Il m'explique les raisons d'un tel projet, ici, au bout du monde. Les premières banques de semences ont été créées pendant la guerre froide. Les gens avaient peur d'une guerre nucléaire, des poussières radioactives capables de détruire tout ce qui pousse sur la Terre. Il fallait donc conserver nos semences. Pour les garder congelées, on a besoin d'une température constante et froide. Ils avaient besoin aussi d'un endroit tranquille, protéger les hommes. C'est mon équipement. C'est bien. Sans doute, la raison principale pour avoir choisi Svalbard pour un projet de banque de semences, c'est sa position géographique. On est tellement éloigné de tout que c'est un endroit stratégique. Pas très saillant comme tenue, hein? Si, vraiment. On s'enfonce dans les tunnels de la mine numéro 3. Les semences se trouvent tout au fond de la mine, à une température constante de moins 3 degrés toute l'année, à l'intérieur de la montagne, derrière des portes blindées. Vous connaissez le conte d'Ali Baba? Le moment où les portes s'ouvrent sur un trésor merveilleux. C'est là que ça se mérite, évidemment, de rentrer dans une banque de semences au cœur d'une mine. Quand on ouvre comme ça une sorte de coffre-fort, c'est peut-être pas très impressionnant de voir ces petites boîtes en bois. Et ça contient la mémoire du monde. C'est pour ça qu'elles sont si protégées. Là, vous avez le numéro de référence et la provenance. Ceci n'est qu'une seule espèce de semence. Chaque tube contient 500 graines de la même espèce. Vous pensez que c'est une urgence de créer ce genre de banque de semences? Oh oui. Et pas seulement à cause du risque nucléaire, de la bêtise des hommes, les guerres, etc. Mais contre les risques naturels, qui existent aussi de plus en plus. Ce qui est amusant ici, c'est que c'est la Terre, le cœur de la montagne lui-même, qui protège son propre patrimoine pour les centaines d'années à venir. Retour dans la petite guest house. C'est une ancienne maison de mineurs, avec des chambres individuelles. Hi. Oh, ça caille. J'ai les pieds trempés, quoi. Ça, c'est un dessin qui montre un petit peu les courbes de lumière, de chaleur, température que l'on a sur l'archipel. Donc là, on est au mois d'octobre. Donc le jour commence un peu à se lever à partir de 9h. On a vraiment jusqu'à 17h du jour. Et puis après, voilà, c'est nuit. Et dès la fin du mois d'octobre, on commence à rentrer dans la nuit polaire. J'écris ce soir la dernière page de mon voyage au nord, depuis cette cabane à quelques centaines de kilomètres du pôle. Cette terre est le symbole de tout mon parcours en Scandinavie. Les régions polaires sont les plus sensibles au réchauffement de la planète, et de nombreuses espèces sont ici menacées.
je retiens malgré tout les notes d'espoir que j'ai pu récolter tout au long de mon périple. Elles sont autant de réponses possibles pour améliorer les conditions de vie de tous, sans épuiser définitivement la Terre.